Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Otis Worldwide? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, c'est une demande spéciale ici d'un abonné Top Premium. Je rappelle que le service Top Premium est dans la description de cette vidéo aussi. Et si vous voulez également qu'on analyse de manière quantitative aux différentes entreprises, vous pouvez également nous rejoindre dans ce service-là. Donc ici, on va analyser cette compagnie rapidement. Donc, c'est une belle entreprise qui exerce ici dans le secteur tout ce qui concerne tout ce qui concerne ici les ascenseurs, les escaliers roulants. Ok, faites attention parce que ce business-ci, en fait, en réalité, c'est pas l'ascenseur qui compte. C'est le nombre d'ascenseurs installés, c'est le nombre d'installations dans le monde qui compte. Donc, le nombre d'appareils qu'on a installés dans ce monde-ci qui compte. D'accord? Donc, c'est dit que c'est la partie service qui va être très importante ici. C'est pas l'ascenseur vendu en date d'aujourd'hui. C'est le service de maintenance qui sera un revenu récurrent dans le futur. C'est ça qui est important. Donc, ici, vous pouvez voir ici que ses concurrents, par exemple, vous avez Con, enfin, je ne sais pas si on le dit Kone ou je ne sais pas comment, voilà, on va le dire comme ça. Donc, on va dire Kone, voilà. Il y a Savaria qui est une bonne entreprise, mais qui ne fait pas voilà, on n'est pas dans tout ce qui concerne l'escalier roulant, etc. Mais dans une certaine mesure, mais plus pour l'aide à la mobilité ici. Donc, vous allez également voir des compagnies, la compagnie allemande qu'on appelle Tyson Group, qui est également un concurrent. Donc, vous pouvez également, vous pouvez également les prendre comme alternative. N'oubliez pas également Schindler, qu'on a déjà eu étudié sur cette chaîne-ci, dont la vidéo est toujours disponible ici. Donc, quand on regarde également cette compagnie, elle est très, voilà, elle est très axée également en Chine. Ok, donc un ralentissement ici de la construction en Chine aura un impact sur cette compagnie-ci, surtout au niveau des nouveaux équipements, d'accord, parce que c'est un segment qui est très fluctuant, c'est un segment qui est cyclique. Ok, donc ça dépend des nouvelles constructions, etc. Donc, tout le monde, quand on construit un immeuble, c'est pas comme si on remplaçait l'ascenseur chaque année. Ok, donc l'ascenseur est uniquement acheté quand l'immeuble est construit. D'accord, donc vous imaginez également que une fois que l'immeuble est construit, on a un service de maintenance qui est pris ici sur une période de temps ici déterminée par le contrat. Donc, vous pouvez voir ici que c'est une belle activité. Ok, c'est une belle activité. Maintenant, les opérateurs de marché, quand vous allez regarder cette compagnie-ci, il n'y a pas un grand historique. Ce n'est pas parce que c'est une nouvelle entreprise ou bien elle est nouvellement cotée. Elle appartenait à un grand groupe de défense américain, donc j'oublie le nom en fait. Soit c'est, j'ai oublié le nom de toutes les façons. Donc elle appartenait à un grand groupe de défense américain, donc qui a spin-off cette entreprise-là. Maintenant, elle est, voilà, elle opère, voilà, indépendamment de cette entreprise-là en date d'aujourd'hui. Donc on va voir ici que les revenus seront en berne. Comme je vous l'ai dit, quand vous allez regarder les revenus en berne, vérifiez bien est-ce que ce sont les revenus, qu'est-ce qui impacte réellement les revenus ici, est-ce que ce sont les nouveaux équipements ou bien c'est la partie service? Il y a de grandes chances que ce soit la partie des nouveaux équipements, mais toujours aller vérifier ici. D'accord? Vous savez à peu près comment est-ce qu'on procède. On va regarder les marges brutes. C'est bien d'avoir des revenus à peu près. Voilà. Moi, je dirais qu'on a à peu près, même si on a une décroissance des revenus sur les dernières années, techniquement, c'est pas les dernières années ici, ce sont les 12 derniers mois. Donc, quand on les prend comme ça, voilà, par rapport à l'année précédente, 2021, on a une décroissance. Vous pouvez également voir que les marges suivent. OK, mais techniquement, enfin, quand on regarde un tout petit peu ici, on a 20% de marge. Ce qui est bien ici, ce qui serait bien à regarder ici, ce sont les prévisions également. Parce que si on se fie juste à des informations ici sur les agrégateurs, ça serait un peu difficile. Donc, vous devez également prendre en considération les prévisions. Donc, quand on prend ici Zone Bourse, qui est un site que je commence de plus en plus à aimer, surtout pour les entreprises européennes ici, ça me donne à peu près 3 ans en arrière, 3 ans en avant. Donc, voilà, ça me permet à peu près de voir si la compagnie pourrait bien se comporter dans le futur. Donc, enfin, si on est optimiste ou pessimiste par rapport aux prévisions ici. Donc, chiffre d'affaires, voilà, 13 milliards, 12 milliards, 14 milliards, donc on est plutôt à une croissance par rapport à 2020 ici, donc 2021 a dû être une année exceptionnelle, bon, il faut également aller vérifier ça ici, mais voilà, on s'attend à une certaine normalité aux alentours de 14, 15 milliards par là, donc voilà, le 13 milliards actuellement, on peut se dire que bon, c'est temporaire, mais je pense également que n'oubliez pas que les prévisions ici, c'est généralement dans un environnement normal, ok? Donc, les marges d'exploitation, ce qui m'intéresse ici, c'est voir la stabilité. Ici, on a une quinzaine de pourcents, là, on s'attend à, voilà, à peu près une certaine augmentation, mais voilà, je peux dire apercevoir ici qu'on s'attend quand même à quelque chose de stable. Et je vous ai toujours dit qu'une compagnie ici, une compagnie qualitative est avant tout une compagnie qui peut maintenir ses marges stables. Et c'est ce qu'on recherche parce qu'on veut avant tout des compagnies qui sont assez prévisibles. On ne veut pas une compagnie qui va nous faire, avec laquelle on aura 15% de marge d'exploitation ici aujourd'hui et l'année prochaine 10%. Non, 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 non. On veut la stabilité parce qu'avec la stabilité, il est plus facile de faire des prévisions. Or, si vous faites des prévisions avec des éléments instables, techniquement,
il y a de grandes chances qu'on se trompe, ok? Donc, ici, le but n'est pas d'avoir précisément raison, mais le moins tort possible. Donc, on doit on doit prendre le maximum de data, on doit prendre des data qui ne fluctuent pas énormément, ok? Ou bien à peu près prévisibles. C'est pour ça qu'on regarde souvent les tendances passées, pour se dire à peu près que si c'est une entreprise ici qui a l'habitude d'être stable qui avait l'habitude d'être stable en termes de bénéfices nets, il y a de fortes chances que dans le futur, qu'on garde à peu près le même cap, d'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'on ne lit pas ces rapports financiers, parce qu'il faut comprendre ce que l'entreprise fait. Donc, maintenant, en termes de free cash flow également, vous remarquez ici que les marges nettes et les free cash flow ont tendance, on va se dire ici que les free cash flow de cette entreprise ont tendance à être plus élevés que les net income. Pour les entreprises américaines, c'est très commun, mais également, vous allez voir ici que c'est parce qu'elle déprécie plus qu'elle en a besoin pour la dépense en capital. Donc, vous allez voir, c'est une bonne chose parce que ça vous permet d'économiser en termes d'impôts. Donc, vous allez voir ici que les marges sont à peu près de 11 à 10% par là, ok? Donc, quand on les compare ici, on peut se dire que, voilà, par le passé, on avait une dizaine de pourcents. Dans le futur, on s'attend à peu près à quelque chose dans les 11%. Je ne suis pas en train de dire que oui, on va prendre précisément 12% ici, mais je vois qu'il y a un certain optimisme. Ce qui veut dire que quand je vais lire les rapports financiers, il faut que j'essaie de ressortir cette même information-là. Quel est l'objectif du management par rapport à ces marges-là? Ok? Donc, au niveau de la dette nette ici, on constate quoi? Donc, au niveau de la dette nette ici, on constate que voilà, on a une dette nette ici de 5 milliards. Je ne prends pas les prévisions de dette nette ici. Voilà, c'est une façon de dire qu'il y a de fortes chances que l'entreprise ici soit axée remboursement de la dette, etc. D'accord? Donc, ici, on a à peu près 5 milliards de dette nette en date de 5 milliards 579. Le PER de cette compagnie, si vous allez remarquer que le multiple légèrement payé par le marché aux alentours de 25 fois les bénéfices. Je vous dirais ici qu'il n'y a pas une forte croissance pour cette compagnie ici, mais le marché paye ce genre de multiple-là tout simplement parce que voilà, c'est une compagnie assez stable ici, qui a l'air très défensive qui est très défensive normalement parce que voilà, elle est très liée au secteur je dirais pas l'immobilier en tant que tel, parce que c'est surtout la maintenance ici qui est à peu près stable ici. C'est un segment d'activité qui a des marges assez élevées. Mais je dois également vous dire que je suis très mal à l'aise à payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie. Mais bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. De toutes les façons, je me garderai une marge de sécurité supplémentaire. Vous savez qu'une entreprise ici m'intéresse uniquement quand on peut avoir ici un rendement des bénéfices nets par rapport à notre prix d'acquisition ici aujourd'hui supérieur à 7%. C'est ce que moi je recherche en date d'aujourd'hui. OK? Donc, qu'est-ce que ça va donc nous donner? On a nos PER, d'accord? Et je vous dis ici, vu que pour cette compagnie, si vous n'avez pas trouvé le PER, allez regarder à peu près le PER de Schindler ou bien le PER de ThyssenKrupp. Mais attention, dans ThyssenKrupp, vous allez trouver ici le segment acier, donc il faut faire attention. ThyssenKrupp, il y a un segment, ici, elevator, ou bien un segment ascenseur ici, voilà, ascenseur, escalator, voilà. Ils ont à peu près, il y a un segment de l'activité dans ThyssenKrupp qui est semblable à celui-ci. Donc c'est peut-être pas il faut à peu près faire la différence ici. Donc, c'est un business qui se négocie à 25 fois. 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. D'accord? 20 fois les bénéfices, c'est 5% de rendement. OK? Donc ici, c'est comme ça que je réfléchis. Donc par rapport à cette compagnie, je sais également que le ralentissement ici de la construction aura tendance à affecter la partie des nouvelles, des ventes ici comment on appelle ça? Les ventes ici de nouveaux équipements. OK? Donc, mais question maintenance ici, ça va aller. Donc, maintenant, on s'entend qu'à ce niveau-ci, j'ai mes PER, 25 fois les bénéfices. J'ai à peu près ma dette nette maintenant. Je recherche la dette nette ici. On a à peu près la dette nette aux alentours de 5 milliards 579. Donc, je vais mettre ici mon 5 milliards 579 divisé par le nombre d'actions actuelles, à peu près aux alentours de 414. Non, je prends 416,586. Donc, divisé ici par 416,586 pour ceux qui aiment la précision. On a à peu près $13,39 de dette nette par action. N'oubliez pas également qu'il faut regarder la tendance du nombre d'actions ici qui a tendance à diminuer. D'accord? Donc, c'est une entreprise également qui rachète ses actions. C'est une bonne chose. Moi, j'aime bien ça. Donc, ici, une fois que j'ai cette information-là, on a $13,39 de dette nette par action. Je vais regarder ici directement sur Fast Graph. On s'attend à combien ici en termes de bénéfices nets ici. Donc, on sait que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les bénéfices nets ici, donc qui représentent à peu près la véritable rentabilité de cette compagnie ici. On peut également vérifier est-ce que les analystes ont tendance à avoir raison par le passé par rapport à ces prévisions-ci. Vous constatez que vu qu'il n'y a pas beaucoup de data ici, c'est difficile. Mais c'est un business assez prévisible. OK? Donc, on voit ici que $5,68, dont je vais directement en 2025. On est très optimiste présentement. Je rappelle toujours que ça, c'est dans un environnement normal. OK? Donc, on se rend compte qu'à 25 fois les bénéfices, d'accord, fois 4,68, d'accord, moins la dette nette qui est aux alentours ici de 13,4, on pourrait s'attendre ici à, voilà, l'entreprise pourrait s'échanger aux alentours de $103 à l'action. Ok, vous savez que le marché anticipe toujours. Si on pense qu'on aura une croissance des revenus ici, etc., croissance des bénéfices nets, il va très vite s'échanger, il va très vite anticiper cette information-là. Ok, mais également, ce qui nous permet parfois d'avoir une opportunité d'investissement, c'est qu'à un certain moment, voilà,
certains opérateurs de marché ne sont pas assez patients pour que cela se réalise. Parce qu'ici, il faut absolument que on soit dans un environnement normal. OK? Et la partie actuelle, avec le ralentissement en Chine, etc., et tout ce qui se passe autour, d'aucuns vont se dire, ah non, les ventes d'ascenseurs vont diminuer, etc. Mais en fait, en réalité, le véritable business, c'est pas la vente d'ascenseurs. Le vrai business, en fait, c'est la maintenance. Donc, c'est ce qui nous intéresse. OK? Donc, ici, on s'attendrait à de 103 $ l'action. D'accord? Si on prend à 4,68 $ ici, attendu en 2025. Si on reverse également l'équation ici, on se dit ceci. Admettons que nous avons une entreprise ici qui puisse vous reverser 4,68 $ par action par rapport à votre prix d'acquisition en date d'aujourd'hui, disons qu'il est à 85 $. Quel est le rendement sur coût d'acquisition ici? Le rendement sur coût d'acquisition est de 5,5% ici. Donc, on peut se dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui est, voilà, je dirais, légèrement sous-évaluée parce que si vous prenez 25 fois les bénéfices, c'est 4% de rendement. C'est-à-dire que si on divise ça par 0,04 ici, techniquement, on a une différence ici de à peu près de 37% de croissance. Et ça ne prend pas en considération la dette. N'oubliez pas. OK? Donc, on se dit ici ceci, donc en date d'aujourd'hui, si on prend en considération ce qui est attendu en 2023, d'accord, admettons qu'on est très, 2023 ici, et qu'on se maintient à peu près à ces niveaux-là, d'accord, donc 25 fois les bénéfices, moins la dette nette qui est aux alentours ici de 13 $, 13,40 $, on va le dire comme ça, 13,40 $ ici, ça donne ici aux alentours de 84,10 $. Donc, l'entreprise est correctement évaluée en date d'aujourd'hui en prenant en considération les bénéfices attendus en 2023. Maintenant, si on anticipe un tout petit peu les bénéfices jusqu'en 2025, on peut se dire qu'on a une légère sous-évaluation. Mais n'oubliez pas, c'est à 25 fois les bénéfices. Et je vous ai dit que moi, je ne suis pas à l'aise à 25 fois les bénéfices. Donc, je dirais qu'au mieux, cette compagnie s'est correctement évaluée, même en prenant en considération ce qui est attendu en 2025. Je dirais qu'on est correctement évalué ici aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui attendent un dividende ici de 1,37%, il y a de fortes chances que ce dividende-là soit croissant. D'accord? Mais je sais également que le maximum ici, c'est 5,5%. Attendu. OK, maintenant à vous de voir si vous voulez investir dans cette compagnie-là avec une espérance de rendement d'ici 2025 de 5,5%. Je ne parle pas de rendement de dividende, hein. Je parle de voir mon plafond de verre. C'est ça qui m'intéresse. Et je veux généralement qu'il soit aux alentours de 7 à 10%. Quand j'en fais l'acquisition aujourd'hui, ok, parce que je prends celui dans le sens où si l'entreprise me reverse la moitié ici de ses bénéfices nets, je n'aurai pas plus de 2,5%. Or, si j'achète avec un rendement de 10% ici, si elle me reverse la moitié de ses bénéfices nets ici, j'aurai à peu près un rendement de 5% et c'est déjà assez correct ici pour pouvoir se construire un portefeuille à dividendes. Et vous savez que nous, on ne réfléchit pas uniquement en termes de dividendes, ok. Donc, je rappelle également que dans la description de la vidéo, vous avez accès au service Top Premium. Si vous voulez également poser des questions d'analyse quantitative ici et recevoir les 2 notes d'analyse que je vous présente généralement chaque mois. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Je dirais ceci, qu'en date d'aujourd'hui, Otis est correctement évalué si on reste assez conservateur. D'accord? Donc, ce n'est pas un mauvais prix actuellement, mais vous savez qu'on ne va pas s'attendre à grand-chose à la fin de la journée. OK? Je ne suis pas en train de vous dire que l'entreprise est surévaluée ni quoi que ce soit. Ici, voilà. Quelqu'un qui achèterait cette entreprise ici, c'est parce que, voilà, je m'attends à un certain dividende, etc. Voilà. On s'arrête juste là. OK? Donc, je pense qu'on pourrait attendre un meilleur prix que ça. D'accord? Maintenant, ça va dépendre. Est-ce que le management anticipe une croissance assez élevée dans le futur? On l'a vu ici qu'on va osciller entre 14 et 15 milliards par là. OK? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.